Chers amis, bonjour. Henri Landès avec le podcast de Landestini. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir un épisode consacré à l'élevage, plus précisément au parcours de vie et au parcours professionnel de Bruno Gourdon. Merci Bruno d'être avec nous. C'est un grand plaisir de te revoir. Ben, c'est un plaisir pour moi aussi. Bonjour à tout le monde. Oui, c'est un plaisir de te voir, d'autant plus que je me permets, hein, on va avoir plein d'invités, on a plein d'invités dans ce podcast. C'est d'autant plus un plaisir quand c'est un ami, quand c'est le vice-président de Landestini, mais ça, c'est un détail dans tout ce que tu fais, Bruno. Mais c'est une amitié que j'apprécie très fortement depuis plusieurs années. On s'est rencontrés grâce à nos passions respectives sur l'élevage, les questions d'agriculture, de ruralité. Toi, tu es vraiment un professionnel de ça puisque tu es éleveur depuis plusieurs années. Tu as été, pas influencé ou tu nous diras, mais c'est dans la famille aussi, plusieurs générations. Ton fils, tu le dis toi-même, est aussi sur un très beau parcours dans l'agriculture et l'élevage et tu m'as même fait rire une fois, tu as dit il est beaucoup plus calé que moi maintenant. C'est vraiment un très très bel engagement familial, si je puis dire. Pour la, je sais que ta femme participe énormément, hein, c'est pas oublié non plus, en plus de son job. Donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec toi parce que comme le podcast Landestini et Landestini au sens large souhaite faire, euh, se rapprocher des agriculteurs, c'était à titre personnel et à titre de notre famille avec Fanny Agostini. On voulait être proche des agriculteurs et c'était ça aussi une partie de la frustration quand on vivait à Paris, c'était que nous étions loin de beaucoup de personnes qui étaient à remercier pour la nourriture dans notre assiette. Et nous sommes vraiment dans une volonté de faire de la bonne pédagogie, parfois une pédagogie nuancée d'ailleurs, et pas juste dire c'est noir et blanc. Il y a des mauvaises pratiques et des bonnes pratiques. C'est noir et blanc dans très très peu de choses dans la société, mais d'autant plus dans l'agriculture. Mais tu vas incarner dans tes propos et dans ton parcours aussi une magnifique transition écologique au sein de l'élevage et de l'agriculture, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est une transition humaine, économique. Et donc, j'ai grand plaisir à faire un entretien avec toi aujourd'hui, Bruno. Et je me permets juste de terminer la présentation de toi, mais il y a beaucoup plus de choses à dire que juste des bullet points à l'oral. Mais tu es éleveur dans le Puy-de-Dôme, éleveur de vaches. Alors peut-être pas juste des Primoldstein, mais je crois que historiquement c'était ce qu'il y avait le plus sur la ferme. Vaches laitières à l'accueil dans le Puy-de-Dôme. Je ne donnerai pas plus de détails parce que c'est bon chez toi aussi. Mais, et ça fait depuis plusieurs années que tu as créé une association qui s'appelle Éleveurs Autrement, qui accompagne les éleveurs dans des pratiques si j'ose dire, humaniste, orienté bien-être animal, orienté prendre la main sur aussi les aspects économiques de sa ferme, maîtriser le destin de son métier, parce que c'était ça qui revient le plus dans nos discussions. C'est pas une question juste de d'éco-responsabilité, de biodiversité et de bien-être animal. Ça, maîtriser de mieux en mieux, mais c'est une question de vraiment savoir maîtriser sa ferme et son métier. Et donc, Bruno, éleveur autrement, si vous travaillez avec l'INRAE, vous travaillez avec VetAgroSup, c'est très reconnu scientifiquement, vous êtes de plus en plus nombreux, tu nous en diras quelque chose. Et au-delà de ça, tu es papa, tu es grand-père, félicitations, c'est très récent. C'est très Oui, important de dire ça. C'est très américain. Je suis franco-américain. J'aime bien ce côté-là des Américains. Ils disent, on le voit sur leur description de métier, ils disent jeune maman, papa, deux, quatre. Je pense que c'est très important pour les parents maintenant qui écoutent. Maintenant, je suis conscient de ça en tant que jeune papa, que c'est un métier à temps plein. Bruno, est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu l'histoire de toi dans l'agriculture, dans l'élevage, de ta famille et comment tu es tombé dedans? alors ben, c'est comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais très petit, Dans la puisque main, mes oui. parents étaient agriculteurs, mais mon grand-père était agriculteur aussi, mon frère est agriculteur aussi. On devait s'installer sur la même ferme à l'époque, donc dans les années 95. Ça n'a pas pu se faire pour des raisons d'ordre privé, parce que c'était un GAEC, et puis qu'il y avait une mésentente avec mon oncle où je devais reprendre ses parts, enfin bon, peu importe. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer mon épouse Odile, que tu as parlé tout à l'heure, donc qui aujourd'hui est avec nous dans le GAEC, puisque on est à trois dans le GAEC, j'y reviendrai tout à l'heure aussi.
Et donc, je me suis installé en 1995. Donc, tu vois, au mois de juin, ça fera 30 ans que je me suis installé en tant que, dans un premier temps, exploitant agricole et aujourd'hui paysan. Et je le revendique haut et fort parce que c'est vraiment Ouais, l'homme du pays. Et je pense que ouais, c'est important aussi dans sa philosophie propre. Donc voilà, je me suis installé en 1995. Mon parcours est un peu atypique au départ, puisque avant de m'installer, j'ai travaillé au Crédit Agricole pendant quelques années, mais c'est pas forcément quelque chose qui me correspondait. J'avais toujours dans la tête de m'installer. Et donc, grâce à mon épouse, dont ses parents avaient une ferme son père arrivait à la retraite, et ben, j'ai pu prendre la suite de cette ferme et m'installer dans un premier temps seul. Et donc, je me suis installé sur la commune de L'Accueil, dans le Puy-de-Dôme, près de Rochefort-Montagne, entre Rochefort-Montagne et la Bourboule, pour ceux qui connaissent, station de ski au Mont d'Or, voilà, donc à proximité, une quinzaine de kilomètres, à 1000 mètres d'altitude, en zone de montagne. Et on exploite aujourd'hui une ferme de 84 hectares avec 60 vaches laitières. Et nous sommes trois associés, mon épouse, mon fils et moi-même. Voilà. Et donc, c'est un plaisir de le travailler en parcours, famille. on travaille en Travailler en famille. famille. Ouais, et Voilà. c'est que du bonheur. Enfin, peut-être pas que du Ah bonheur, mais ben, principalement. Ouais. c'est que du bonheur parce que tout le monde se connaît bien. Tout le Mm. monde connaît les réactions des uns des autres. Donc, ça permet d'anticiper énormément les choses et donc de briser la glace quand il y a besoin de la briser. Mais c'est extrêmement rare parce on est malgré tout tous les trois sur la même ligne. Maintenant, on a une Mm. ligne directrice qui est commune. Donc, c'est très simple. C'est comme si on déroulait la partie, puis tout se fait les choses les unes après les autres, sans encombre, sans. Tu parlais tout à l'heure de ce changement de pratique que j'avais eu, puisque quand j'ai commencé en 1995, j'ai appliqué ce que j'avais appris à l'école, hein, c'est-à-dire l'agriculture dite intensive, avec des vaches en Primostein à l'époque qui produisaient énormément de lait, puisque j'étais sur une moyenne de 9000, 10 000 litres de lait à 1000 mètres d'altitude. C'était, à Ouais. l'époque, en 95, c'était déjà énorme. Donc, beaucoup de sélection, beaucoup de génétique, et puis de l'alimentation poussée à outrance. Mais ce système-là m'a amené droit dans le mur en 2009, puisqu'en 2009, donc là, je vous invite à aller voir sur Internet, vous verrez la crise agricole qu'il y avait eu, la crise du lait en 2009. Donc là, ça a été, comme j'ai l'habitude de dire, un coup à la tête. Alors, on cumule ça à la crise de la quarantaine et ça a fait quelque chose qui est assez explosif. Et là, c'était une remise en question totale de la ferme, puisque à l'époque, j'avais encore de la chance. Moi, j'arrivais à payer mes traites. Toutes les factures que je devais, je pouvais les payer, mais par contre, je ne rémunérais plus l'homme et j'étais tout seul sur la ferme. Ah Et ouais. donc ça m'a su vraiment mal. Donc c'est là que j'ai dit, soit on arrête, soit on continue. Et alors ça, c'est un épisode qui me touche C'est encore. profondément difficile, ça. Enfin, je veux dire, pour la famille, c'est une énorme pression aussi. Oui, alors la pression, elle était moins grosse pour moi parce que avec du recul, j'étais pas chez moi quelque part. C'était pas un bien familial de moi, mais c'était un bien familial de mon épouse. Ouais, Donc voilà, ça me tordait un petit peu dans ce sens-là quand même, mais là j'ai fait quelque chose qui m'émeut toujours à chaque fois que j'en parle, c'est quand j'avais mis mon épouse et mes deux enfants autour de la table où je leur ai expliqué la situation. Donc Chloé avait 9 ans et Loïc avait 7 ans, donc très mm, jeune, et je leur ai ouais, expliqué que je pouvais plus continuer dans ces circonstances-là. Donc c'était soit j'arrêtais tout, parce que je voulais plus travailler comme ça, ou alors si je continuais, je voulais le faire autrement. ouais. Et ça, Et mais c'était... là, ce que tu vas nous expliquer, c'est que c'était pas facile. Tu as pris ton Non. bâton de pèlerin et surtout, moi, ce qui m'a vraiment marqué dans nos discussions, c'est qu'on t'a surtout appris ce qu'il faut pas faire. Voilà, tout ce qu'il faut pas faire. Et par contre, comment je fais ça, c'était vraiment Voilà. à toi de découvrir. Ben, c'est-à-dire à cette époque-là, donc en 2009, il n'existait pas de formation qui était dite alternative, ou très peu. On avait de la biodynamie qui existait, mais beaucoup basée sur le jardinage et pas sur l'élevage. On avait des choses comme ça, mais qui étaient pas en lien avec l'élevage. Et donc, il a fallu trouver des gens qui veuillent bien travailler différemment et mettre leur savoir sur des pratiques agricoles uniquement liées à l'élevage. Donc ça a été la partie la plus dure. Et donc il a fallu les trouver et il a fallu aussi qu'ils s'adaptent.
Et c'était compliqué pour eux parce que quand on est formé dans une méthode, hein, adapter la biodynamie, par exemple, à un élevage, c'est très contraignant, c'est très compliqué, c'est pas forcément quelque chose que les biodynamiques maîtrisent, du fait que, il faut vraiment lier le vivant, qu'il soit animal, végétal et humain, et mettre tout ça dans le même sac, et que ça fonctionne avec en bonne entente et bonne compréhension du monde de chacun. Donc ça demande des remises en question, mais surtout, c'est cet aspect où la société, en règle générale, a créé un système où on a cloisonné les choses. Donc les Ouais. gens sont Ouais. souvent spécialisés dans un domaine, mais ne le sont pas forcément dans un autre. Je prends le cas, par exemple, de l'INRA. On a cette problématique-là, c'est qu'à l'INRA, on a des zootechniciens, mais c'est pas des phytotechniciens. C'est-à-dire qu'ils ont des compétences sur le monde animal, mais ils n'ont pas les compétences sur le règne végétal. Donc ça pose un Ouais. problème pour faire marcher tout le monde en synergie. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de créer. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai créé en 2009 en faisant ce type de formation et surtout en rencontrant des éleveurs qui étaient un peu dans la même démarche que moi. Et C'était ça a facile été super. de les trouver, ces autres éleveurs, parce que je sais aussi que le phénomène on est dans une trajectoire, on est dans un système et il faut pas trop oser faire différemment, ou on te regarde un peu fou quand tu commences d'autres choses. Comment c'était de trouver un petit peu de l'entraide, etc. Alors l'entraide, je l'ai trouvé moi sur ce type de formation-là. J'ai rencontré des éleveurs qui étaient un peu dans la même démarche. Parce que pour expliquer un peu à tout le monde, ma journée à l'époque, hein, c'était pas compliqué. Il fallait se lever le matin, donc généralement sur le coup des 4 heures du matin, euh, soigner les animaux, faire la traite. Ouais. Ensuite, se doucher, prendre le véhicule, faire des fois 3 heures de route pour aller faire une formation, parce que comme il n'y en avait pas localement, ensuite revenir le soir, parce qu'il était hors de question de prendre le service de remplacement, ça coûtait trop cher. Donc revenir le Ça, soir, c'est un refaire le sujet, boulot. le service de remplacement, ça, c'est un vrai sujet. On va pas Oui, l'ouvrir, ce dossier, mais en gros, il est trop cher, c'est ça. Ouais. Enfin, ça fait trop partie cher, et des. puis Ouais. surtout que maintenant on trouve plus la main-d'œuvre pour faire du service de remplacement, quoi. Et Ouais. donc, le soir, revenir refaire le travail. Donc, c'était des journées qui attaquaient généralement à 4 heures du matin pour se finir 11 heures minuit, qui rattaquaient des fois sur 3 jours d'affilée comme ça, sur des formations qui duraient 3, 4 jours. Oh là Donc, là. ça, c'était très lourd. C'était Ouais. énormément lourd. Mais par contre, comme j'avais l'aval un peu de ma famille, de mon épouse et de mes enfants, ils ont accepté ça. Ça, c'était une charge très Ouais. dure parce que on avait compté, je crois, c'était plus de 350 heures de formation par an et ça durait entre 3 et 5 ans parce que je me suis vraiment formé à tout. Je me suis limité à rien. Donc Tu ça, voulais c'est holistique, une approche vraiment globale au métier, mais aussi au mode de vie finalement de l'élevage. Et ben, pour dire au ouais. départ, c'était pas forcément, comment dire, systémique. C'était Ouais. très cloisonné. Par exemple, pour soigner mes animaux, j'utilise l'homéopathie. Et j'adore faire l'homéopathie, mais c'est l'homéopathie qui est pas forcément conventionnelle, puisque c'est ce qu'on appelle la vraie homéopathie hahnemannienne. Donc, c'est plusieurs symptômes avec un seul remède. Donc, ça demande énormément de temps, mais ça, au niveau animal, ça n'existait pas à l'époque. Mm. Et donc, nous, il a fallu qu'on le crée au niveau animal. Et on s'est dit, finalement, est-ce que l'animal ne fonctionne pas forcément, enfin, est-ce que l'animal fonctionne pas comme l'homme? Et donc, si j'interviens de telle manière sur un individu à 2 pattes, pourquoi j'interviendrai pas sur un individu à 4 pattes de la même manière? Et on a fait des essais dessus et ça a fonctionné. Et alors, Excellent. de fil en Ouais. aiguille, à chaque fois, on a fait des adaptations. Donc, quand on était un petit groupe, dans les années 2012, on était une quinzaine, une vingtaine d'éleveurs, et on a fait nos propres expériences. Et l'avantage qu'on a eu de tout ça, c'est comme on a touché à tout, si je prends par exemple le cas de la biodynamie, on va parler dans la biodynamie du calendrier lunaire. Et quand chacun ouvre son calendrier lunaire, il va s'apercevoir qu'à l'intérieur, il y a des couleurs, le bleu, le jaune, le rouge et le violet. Donc le calendrier lunaire utilise ce type de couleurs-là. Et en face, il va marquer par exemple que le rouge, c'est le fruit. Mais quand on fait d'autres formations sur la médecine chinoise, et en particulier tout ce qui est acupuncture, on va retrouver exactement les mêmes couleurs. Ah ouais. Et ces mêmes couleurs ont les mêmes tenants et aboutissants. Alors que c'est pas du tout les mêmes sciences, les mêmes Non. personnes qui ont, etc. Et pourtant, quand on regroupe ça, ça fonctionne.
Ah C'est-à-dire, ouais? je vais prendre un exemple assez simple, mais par exemple, quand tu vas dans une prairie, comme on a chez nous en Auvergne, où tout le monde trouve magnifique, quand on a des jonquilles dans nos champs, les parcelles sont complètement jaunes. Ouais, elles sont vraiment jaunes, c'est magnifique, c'est très beau. Ça dure à peu près 3 semaines au printemps, et puis après, ça s'arrête. Et ben, ce jaune-là, si on le relie à la biodynamie, ça va nous exprimer un fait qu'il manque de la lumière dans le sol. C'est-à-dire qu'on a des sols qui ont tendance à se refermer sur eux-mêmes et donc à prendre une orientation qui n'est pas forcément celle que la prairie a besoin. Mais quand on va sur un plan énergétique, c'est-à-dire médecine chinoise, on va être sur quelque chose qui perd de l'intelligibilité. Arrive à... Ouais, là, c'est vrai, c'est pas que tu m'as perdu, mais Je je veux bien comprends. que tu expliques. Mais en fait, voilà, c'est tous ces liens-là qu'on a créés. Et en fait, on fait la même chose sur les animaux. Et on s'est aperçu, donc ça a été dans les années 2015, et c'est ça qui nous a poussé à faire de la recherche avec l'INRA. Parce que pour nous, tout ce qui se passait au niveau du monde végétal, on pouvait l'appliquer de la même manière au monde Hmm. animal. Et en fait, on s'est aperçu que quand on intervenait dans un coin de la ferme, on avait une résonance à l'opposé. Ouais. Donc, et on le voyait. Et ça, c'était terrible. Et donc, à un moment donné, ça nous a fait comprendre le fonctionnement d'une ferme dans son ensemble. C'est-à-dire l'importance d'avoir des animaux sur une ferme, l'importance de maintenir du végétal sur une ferme, et Ouais. l'importance d'avoir de l'humain pour arriver à gérer tout ça. C'est ce que vous dites. Vous avez, quand je dis vous, éleveur autrement et tes collègues, il faut regarder le capital végétal, animal et humain, ces trois Mm. atouts sur une ferme. Et en fait, tu es devenu pas juste passionné, enfin pas juste expert, mais passionné finalement de l'aspect végétal, l'aspect animal, comment organiser ta ferme. Ce n'est plus du tout juste un système où je dis pas que c'est un affront aux vétérinaires ou aux spécialistes qui Non, non, vendent non. pas du tout. Tu travailles toujours avec eux. C'est juste, je me souviens de cette phrase. Une fois, tu m'avais dit le matin avant ma transformation et cette démarche d'observation et de nouvelles connaissances. Avant ça, je rentrais le matin dans la stabulation. J'étais stressé. Je me suis dit quelle merde Oui, va m'arriver aujourd'hui que je ne vais pas c'est savoir ça. gérer. Ouais. Et C'est tout à fait ça. Et ça, c'est quand on discute avec les éleveurs, je vous engage tous à le faire. Vous verrez, beaucoup n'osent plus prendre de vacances parce qu'ils vont vous expliquer que quand ils prennent des ouais. vacances, c'est toujours là que ça se passe mal. Ben oui, mais Donc quelque part, c'est c'est le malheur de cette société qui ne veut pas se reconnaître et faire quelque chose de profondément, enfin structurellement en termes de réforme pour aider les agriculteurs à ne pas être stressés à la fois quand ils sont au travail et encore tout à fait. pire quand ils quittent la ferme. C'est incroyable. C'est incroyable et pourtant c'est la triste réalité. Et Ouais, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a beaucoup de personnes qui baissent les bras sur leur ferme parce que ouais. le système dans lequel on est aujourd'hui a amené les fermes à ne plus maîtriser quoi que ce soit sur leur ferme. Moi, Hmm. c'était vraiment mon cas en 2009. Hein, avant 2009, quand je manquais de fourrage, j'appelais mon marchand d'engrais qui m'expliquait quels engrais il fallait mettre pour avoir plus de rendement. Quand j'avais des problèmes de production laitière, c'était mon marchand d'aliments qui venait faire mes rations, qui venait m'expliquer ce qu'il fallait que je donne à manger à mes vaches et comment il fallait que je le donne à manger. Quand j'avais une vache malade, j'étais en capacité de voir que mon animal était malade par son comportement, de voir aussi qu'il était malade parce que quand je prenais la température, il avait de la fièvre, mais je n'avais pas les capacités à aller plus loin. Pourquoi il était malade, qu'est-ce qui lui arrive, ça c'est quelque chose que je maîtrisais pas. Donc pour le maîtriser, j'étais obligé de faire appel aux vétérinaires pour qu'ils viennent prodiguer les soins aux animaux. Et à chaque fois c'était ça, et je me suis rendu compte que finalement je n'étais qu'un exécutant sur ma ferme. Ouais, Je ne prenais plus de décision. ouais. Tout le monde venait m'expliquer comment il fallait que je pratique. Et Hmm. moi, je n'avais plus qu'à exécuter ce qu'on me racontait. Donc là, j'ai dit stop, ça suffit, on arrête tout et on reprend la main. C'est pour ça qu'en 2015, on a créé Éleveur Autrement. Donc là, on va fêter cette année les 10 ans d'Éleveur Autrement. Et Les anniversaires. Ouais. merci. Ah bah, c'est long, c'est 10 ans d'une association. En plus, C'est pas mal. ouais, bah oui, vous avez plusieurs publications. Dites-nous un petit peu, ouais, dis-nous. Alors, dans les publications, on Ouais, doit être aujourd'hui à notre neuvième et on a la 10e qui va être publiée dans les 2 mois qui suivent, la deuxième ouais, publication scientifique qui démontre que nos pratiques fonctionnent. Donc ça, c'est ouais, important parce que pour entrer, par exemple, dans l'enseignement agricole,
ne fais pas rentrer des gens pour expliquer si scientifiquement c'est pas démontré que ce qu'on raconte est vrai ou pas. Donc là, maintenant, ça nous ouvre des portes dans l'enseignement agricole. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de toucher les jeunes. Alors pas forcément pour les convertir, mais juste pour leur expliquer qu'il existe autre chose. Et le jour où ils seront face, ils seront en mesure de dire, ah oui, c'est vrai, à l'époque, j'avais entendu à l'école, j'avais entendu parler de ça, pourquoi pas me pencher là-dessus? Nous, c'est ce on cherche humblement à faire, c'est Ouais, créer un déclic pour dire, effectivement, si un jour vous avez un problème, vous avez aussi la possibilité de trouver autre chose. Parce que nous, notre objectif, c'est pas d'enfoncer l'agriculture, mais c'est au contraire de donner un espoir aux éleveurs en disant que en changeant les méthodes, on peut à nouveau recréer de la plus-value sur les fermes. Ça, c'est important, la partie économique, parce que quand la partie économique va mal, eh ben, tout le reste se suit. De ramener de la santé au niveau des animaux et ramener de la santé au niveau des prairies. ouais. Et donc, quand Parce que, on lit ces ouais, trois choses-là, on a des fermes qui tournent plutôt bien. Et l'anecdote, tu vois, c'est que j'ai installé mon fils, donc maintenant, on attaque la troisième année ensemble. Et donc, les projets d'installation se font via la Chambre d'agriculture. Et donc, on est allé voir la Chambre d'agriculture pour monter le projet économique. Et la Chambre d'agriculture, qui me connaît ni en blanc ni en noir sur un plan économique de ma ferme, m'a dit, mais votre projet ne tiendra jamais la route. Avec 60 ouais. vaches laitières à 3, c'est pas possible. Vous devez au moins avoir 120 vaches laitières, faire un bâtiment d'une grande capacité, etc. Et j'aurais dit, mais attendez, vous êtes qui pour me dire ça, sachant que vous ne connaissez rien à la partie économique de ma ferme? Alors de là, j'ai dit, bon, Ouais, écoutez, ouais. si vous voulez pas travailler, j'ai dit, moi, je vais voir ailleurs. Et je suis allé voir mon centre de gestion qui, eux, connaissaient ma partie économique. Et on a monté le projet avec 60 vaches laitières en étant à 3. Et on sort 3 revenus sur la ferme avec 60 vaches laitières. C'est très rare en zone de montagne et en prairie permanente à 1000 mètres d'altitude d'avoir des si petites fermes avec autant d'associés. C'est vrai que ça, j'aime bien dire aussi, que ce soit mes étudiants ou on va dire à leur destinée, c'est que il y a autant de modèles économiques et de systèmes fermes que de fermes. Oui. C'est légèrement exagéré, mais pas Non, tant que non. ça. La réalité, c'est que chaque ferme est dans une situation géographique et dans une situation écologique, mais au sens scientifique du terme, avec ce qu'il y a écologiquement autour, en termes de nombre d'animaux ou de nombre de cultures, quantité de surface, pluviométrie, etc. C'est vraiment, et ensuite, il y a les circuits dans lesquels il s'insère. Si ça peut être des circuits ultra courts ou des circuits plus longs, ou de la proximité ou moindre proximité. C'est tellement simpliste finalement de dire, bah non, là, le schéma, ça doit être ça, tel nombre d'animaux, tel nombre voilà, le volume qui doit être produit, voilà ce qui doit faire en intrant ce qui devrait être approvisionné. C'est vrai que c'est aussi le sens vraiment fondamental de l'entrepreneuriat que représente être un agriculteur ou un éleveur, un paysan. C'est j'entreprends au sens noble du terme, de comprendre ma ferme, de fixer mes propres objectifs et définir moi-même mes besoins. Je me souviendrai toujours, ça, tu avais répondu une fois à des étudiants qui disaient mais est-ce qu'il faut que tu fasses comme ça et ça? Et dit, ben, là, je te retourne la question, de quoi tu as besoin, toi, en tant que futur agriculteur, pour que ta ferme à la fois, toi, tu sois épanoui et heureux sur ta ferme et que ça marche financièrement, etc. C'est quelque chose de passionnant aussi, cette diversité finalement des Bien sûr. fermes. Et il ne faut pas juste imaginer des schémas et des Non. modèles qui sont pluriels, c'est peu de le dire. Et c'est là que ça rend la chose très intéressante, parce que nous, à Éleveurs Autrement, quand on fait du suivi de ferme, donc on a deux typologies de fermes, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment dans des difficultés financières, qui nous appellent pour trouver des solutions, et puis la deuxième catégorie, c'est des gens qui se posent des questions sur leur système et qui ont envie de changer. C'est pas forcément que ça va mal économiquement, mais ils sont arrivés au bout, quoi. Ils sont souvent au Ouais, pied du mur, mais voilà. Et donc ces gens-là c'est nous appellent. Et là, on les choque à chaque fois parce que quand on va les voir, la première question qu'on leur pose, c'est quoi ton objectif de vie? L'objectif de vie pour un éleveur, ben souvent, c'est un gros blanc. Il dit, mais c'est quoi ce type de question? D'habitude, moi, on pose des questions sur la production laitière de mes vaches, sur les ouais, rendements ouais, de... Voilà. Non, nous, la première question qu'on pose, parce qu'on leur propose quelque chose qui va être adapté à ce qu'ils ont envie d'être et envie de ouais, devenir. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on place vraiment l'humain au centre de son système. Et derrière, on va lui donner ce que nous, on a l'habitude de dire, une boîte à outils. Et il va utiliser les outils qui l'intéressent.
Parce qu'il y a aussi il y a des gens qui préfèrent faire ce qu'on appelle nous du reboutage, c'est-à-dire mettre des vertèbres en place, mettre une épaule en place, enfin voilà, l'ostéopathie, alors non du reboutage, mais en termes généraux, c'est de l'ostéopathie. Alors non, on n'utilise pas le terme ostéo parce que c'est un monde médical et on n'est pas vétérinaire, donc on parle de reboutage. Pour l'anecdote, on avait rencontré 7 ou 8 rebouteux qui avaient dans les villages de campagne, qui venaient dans les fermes pour remettre les animaux en place quand ils se faisaient mal. Et on leur a simplement demandé de nous donner leurs pratiques. Et en fait, on a fait des mix parce que tous les rebouteux pratiquaient pas de la même manière. Donc, on a pris les méthodes qui étaient les plus simples pour les éleveurs pour qu'ils Ouais. puissent les mettre en place sur le fer. À chaque fois, on a essayé de rendre les choses beaucoup plus simples. Et d'ailleurs, ça fait partie dans notre approche au niveau d'éleveur autrement, dans toutes les méthodes et tous les outils qu'on propose aux éleveurs, on les choisit sur 5 critères. La première, c'est est-ce que pour l'éleveur, c'est compliqué? Deux, est-ce que ça va lui... C'est une première question. Enfin, littéralement la première que vous posez, en fait. Oui, si c'est trop Je ne compliqué, sais pas si c'est un ordre d'importance, mais c'est la première si, que tu dis là, et ça me surprend pas. C'est juste pour les personnes qui écoutent, et, encore une fois, de mesurer la difficulté aussi, la complexité et cet allègement qui doit être fait au service des agriculteurs. ben, Je t'en prie, ouais. Ouais. je vais te prendre l'exemple des huiles essentielles. Nous, on ne forme pas les éleveurs aux huiles essentielles. Je les utilise pour moi perso, mais pour un troupeau, c'est trop compliqué. Pourquoi? Hmm. Parce qu'un éleveur, ça lui demande d'apprendre toutes les huiles essentielles. Donc, il n'y en a pas 50 non plus, il y en a quand même quelques-unes, mais il faut apprendre toutes les huiles essentielles. Et pour un éleveur, c'est contraignant. Tout le monde n'est pas apte et capable d'aller là-dedans. Hmm. Deuxièmement, c'est l'utilisation. Je vais te donner un deuxième exemple par rapport aux huiles essentielles. C'est que quand on va utiliser des gouttes essentielles, des huiles essentielles, on va utiliser des gouttes qu'on va mettre, par exemple, sur le troisième œil de l'animal ou sur la langue, peu importe. Et là, il va falloir y revenir 5, 6 fois par jour. Sauf que quand on est en période de fenaison, il est hors de question de laisser le foin dehors pour venir mettre 5 gouttes à une vache et repartir au foin. On sait que les paysans là-dedans ne tiendront pas. Quand on regarde sur, sur le troisième plan, sur la partie économique, un petit flacon d'huile essentielle, ça vaut aussi cher qu'un flacon de 200 millilitres d'antibiotiques ou d'anti-inflammatoires. Ah ouais, Donc sur un plan économique, on sait que ça les plan éleveurs ne tiendront économique. pas. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu vois, c'est ce genre de questions-là que nous, on se pose. On se dit, alors, on ne met pas en doute l'efficacité, parce que nous, quand on a fait nos tests sur les huiles essentielles, on arrive à peu près à 80 à 85% de taux de guérison en utilisant les huiles essentielles. Donc, c'est un super taux de réussite. Mais par contre, on sait que la contrainte est tellement lourde auprès des éleveurs qu'on sait que de toute façon, ils vont tenir 5, 6 mois parce qu'il va y avoir l'effet boostant, mais qu'après, derrière, ils vont lâcher parce que ça sera trop contraignant et que économiquement, ça va rien leur amener. Donc, c'est ces Ouais. questions, c'est ce type de questions-là, quand on met des pratiques en place sur des fermes, qu'il faut absolument se poser. D'où l'intérêt pour nous de savoir l'éleveur, où il veut aller et comment il veut y Ouais. aller. Et je t'ai coupé, c'était le premier critère de 5 critères que vous regardez quand Donc, vous essayez d'aider une ferme sur le terrain, parce que je précise, hein, vous faites des publications, mais c'est surtout de la formation et de l'échange de bonnes pratiques oui. sur le terrain que vous faites à Éleveurs Autrement, que nous soyons clairs là-dessus. Vous êtes vraiment une association de terrain qui est là pour du soutien aussi moral aux éleveurs. Je dis pas faux, je suppose Non, que... non, c'est ça. Ouais. En fait, nous le premier objectif de l'association, c'est de former les éleveurs. Alors, on les forme pas dans le but de leur vendre un appui technique derrière, mais qu'ils soient capables de faire ce propre appui technique à eux. Donc, on les forme, on organise des formations. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que dans les zones où on intervient, donc sur la région Auvergne, puisque là, tout de suite, c'est énormément la région Auvergne jusqu'à Grenoble, Annecy, oui, tout le département du Puy-de-Dôme jusque dans les Alpes. Et donc là, on organise des groupes. Dans chaque groupe, on a un agriculteur ou 2 agriculteurs qui sont référents de ce groupe, c'est-à-dire qu'ils vont tenir les autres éleveurs à côté et ils vont choisir les formations qu'ils veulent faire en passant l'hiver. Parce que les formations, généralement, se font de septembre à mars, avril, suivant les zones. Et donc, Hmm. c'est les éleveurs qui vont choisir les types de formations. Est-ce qu'ils veulent travailler sur l'alimentation, sur la santé animale, la santé végétale, etc. Donc, ils nous remontent ça au mois d'août et nous, on plante le calendrier de formation sur leur secteur, à proximité de leur ferme. C'est-à-dire que généralement, les éleveurs font moins de 20 kilomètres pour aller en formation.
Donc ça, c'est aussi important par rapport à ce que j'avais décrit au départ, où il fallait faire 3 heures de route pour aller faire de la formation. Là, on est en règle générale entre 20 et maximum 30 kilomètres. Donc ça veut dire chez nous en campagne, parce que si on a des gens de la ville, ils vont raisonner plus en temps. Mais c'est en grosso modo une demi-heure de leur ferme pour aller à une formation. Donc c'est relativement restreint. Et donc, on va les amener à ça. Et derrière, on va les appuyer. On va faire un appui pour qu'ils mettent en place ces pratiques sur leur ferme. Et on a trois types Non. d'appui. Le premier, donc, c'est nos salariés de l'association qui les accompagnent individuellement. Deuxièmement, ça peut être deux éleveurs qui ont des compétences différentes. J'ai des compétences sur la santé animale, tu as des compétences sur le végétal. Tu viens m'aider sur ma partie végétale, je viens t'aider sur la partie animale. Donc, c'est de l'entraide. Et la Ouais. troisième méthodologie que l'on a, c'est ce qu'on appelle des rallyes fermes. C'est-à-dire que dans l'hiver, on organise des journées dans les secteurs, à la demande des agriculteurs, sur un thème, et on va faire 5, 6 fermes dans la journée, accompagnés d'un de nos salariés. Et c'est les éleveurs qui vont aller visiter, qui vont commencer par la première ferme, sur le thème engagé. Et donc, c'est aux éleveurs de trouver la solution chez l'agriculteur chez qui on va. Et Mm. l'accompagnant, nous, de l'association, lui, il est juste là pour recadrer un peu les choses en disant, écoutez, là, vous vous écartez, revenez aux bases, là, vous êtes dans la bonne direction, allez-y, continuez. Et l'idée, c'est que les éleveurs, en sortant de leur ferme, en allant voir sur une autre ferme qui n'est pas la leur, eh ben, ça leur enlève quelques œillères qu'ils ont souvent chez eux par habitude de pratique. Et donc, comme ça leur permet de voir d'autres fermes, aussi d'autres pratiques sur d'autres fermes qui viennent adapter sur leur ferme aussi. Ouais, excellent. Et là, aujourd'hui, vous êtes combien à bénéficier, membres de l'association? Alors, aujourd'hui, on sature. Hélas, on sature parce qu'on a un de nos salariés qui a pris la retraite il y a déjà 1 an et puis qui continue à nous aider dans les formations et les suivis dans les fermes, mais de moins en moins parce que il veut un peu aspirer à la retraite et je le comprends aussi. Donc là, on a trouvé une deuxième personne pour le remplacer et qu'on est en train de former actuellement. Mais aujourd'hui, on sature par un manque de temps et on touche à peu près entre 300 et 320 éleveurs, 350 éleveurs par an sur tout le territoire français. Ouais, ouais, c'est pas rien. C'est pas rien et c'est beaucoup de travail. Et en plus, encore une fois, inutile de dire, on a compris dans ce podcast, c'est pas les personnes qui ont le plus de temps libre. Donc, Non. Dieu sait que vous avez un impératif d'opérationnel et de résultat, si j'ose dire, un peu à très court terme quand vous travaillez avec eux. Et j'ai une question pour toi. Je vais générale un petit peu sur l'élevage, l'agriculture dans notre société. Je me permets de dire que, à titre personnel, je trouve que un rapprochement de la société du monde agricole est nécessaire. Alors, on en parle pas mal. C'est vrai que tu as participé, avant d'ailleurs ta transition, à des manifestations. Tu l'as dit toi-même, j'ai même participé à des manifestations où j'ai donné mon lait, j'ai jeté du Je sais. fumier avant que tu t'engages dans une transition. Et c'était symptomatique en fait de ce que tu disais, que j'étais à bout de souffle et mon système était à bout de souffle. Mais ce rapprochement, il doit aller au-delà de juste faire attention aux manifestants, aux manifestations quand ils sont énervés, parce que ça veut dire qu'ils n'en pouvaient plus. La crise agricole, elle est pas cantonnée à une manifestation sur quelques mois, elle est des décennies, elle est un siècle. Elle va avec aussi pas juste des points négatifs de l'exode rural, mais l'exode rural, il est aussi, ça enrobe cette déconnexion au monde agricole qui est aussi un manque de soutien financier très concrètement. C'est pas juste ça. Et moi, je suis favorable à ce qu'il y ait un service agricole obligatoire, qui pendant 1 mois, tout citoyen, toute personne en France soit sur une ferme, même, j'ai envie de dire, quelle que soit la ferme, pas juste une ferme en transition agroécologique, en agroécologie, et non, de toutes les fermes pour voir, pour accueillir quelqu'un en service obligatoire. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus fondamental que comment la nourriture arrive dans l'assiette? Et qu'est-ce qu'il y a de plus direct en ce qui concerne le lien entre l'humain et la biodiversité, le climat, la nature? La nature étant un gros mot, parce qu'aujourd'hui en France et dans la plupart du monde, il n'y a pas énormément de nature qui n'a pas été influencée par l'humain. Donc je pèse mes mots en disant que c'est parfois juste plus de naturalité ou plus d'éléments physiques
Mais je trouve que ce service agricole obligatoire ferait du bien. Et en termes de modalités, ça c'est à voir. Je décris dans le livre que j'ai écrit, mais je trouve vraiment que nous avons besoin urgemment de tous mieux comprendre et mieux découvrir ce beau métier et cette belle profession qui est très diverse. C'est ma question pour toi. C'est, on a parlé beaucoup de la difficulté, de la complexité, mais là, tu es épanoui comme jamais, Bruno. Toi, ton fils va être éleveur, je crois. Tu t'en réjouis. Je suppose que ton message est très positif, par contre, sur être éleveur. Il est énormément positif. Moi, j'essaie toujours d'incarner l'espoir en fait avec les gens avec qui je converse. Par C'est contre, le cas. il y a une chose qui est sûre, c'est que aujourd'hui, l'agriculture bénéficie. Enfin, je ne vais pas le tourner comme ça. Je veux plutôt dire qu'aujourd'hui, il est grand temps d'alléger un peu l'agriculture. L'agriculture aujourd'hui subit une pression comme elle n'a jamais subi. Je pense que la dernière fois que l'agriculture a subi une si forte pression, c'était après-guerre, quand la France mourait de faim et qu'il fallait nourrir la population française. Là, on a mis une pression énorme aux agriculteurs pour mécaniser, pour enclencher, c'était le fameux plan Marshall, la mécanisation, etc., l'arrivée du tracteur dans les fermes parce qu'il fallait les rendements. La France avait faim et il y avait cette urgence-là. Et cette pression qu'on a émise aux éleveurs à l'époque, on l'a encore plus aujourd'hui. Mais c'est pas le même type de pression. Aujourd'hui, la pression qu'on a, elle est pas dans la ferme, elle est à l'extérieur de la ferme et sur l'extérieur. Et ça, aujourd'hui, on est en train de le payer cash. On voit, nous, on avait sur notre territoire, donc ça fait faire 30 ans que je suis installé. On a toujours eu des difficultés pour avoir un bout de terre supplémentaire. Ouais. Moi, il m'a toujours manqué du terrain et j'ai toujours fait avec ce que j'avais, mais ça ne m'a pas posé plus de soucis que ça une fois que j'ai trouvé les solutions. Mais il n'empêche que le terrain, c'était quelque chose qui se libérait très peu et ça se transmettait de génération en génération. Or, depuis 4-5 ans, c'est l'effet inverse. C'est que maintenant, on a des structures, même sur nos territoires, qui ne sont plus reprises. On a des terrains Ouais. qui tombent à l'abandon. Et ça, c'est quelque chose qui commence à me faire peur parce que autant avant, on commençait un peu à en parler, alors que maintenant, on le voit vraiment. On a des terrains avant qui étaient, l'herbe était verte, c'était fauché chaque année et tout. Et maintenant, on a des terrains qui ne sont plus du tout exploités. Donc ça me pose un petit souci. Et puis pour l'anecdote, tu vois, même si moi je suis très positif par rapport à ce que je fais, mais tu vois, Ouais. juste l'an dernier sur la partie administrative, j'ai subi 5 contrôles dans l'année. Donc ça, c'est énormément pesant parce que Ouais. tu vas prendre énormément de temps. Alors, je rassure tout de suite tout le monde, hein, sur les 5 contrôles, il n'y a aucune anomalie qui a été relevée, mais alors même pas une virgule. Donc ça veut dire Mais c'est que 5 fois dans l'année que tu as dû mais 5 fois travailler dans des l'année, heures et des heures. ouais, 5 contrôles différents dans l'année. Et ça, c'est toujours stressant pour l'éleveur parce que on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Et tu vois, il n'y a pas très longtemps, là, j'écoutais une émission sur les contrôles qu'il y avait en Espagne. Et alors, la personne espagnole, l'agriculteur espagnol, quand il parlait, il disait, oui, mais il y a quelque chose de fondamental que vous n'avez pas en France, que nous, on a en Espagne, c'est que les contrôleurs espagnols, ils sont d'abord espagnols avant d'être contrôleurs, alors que chez vous en France, ils sont d'abord contrôleurs avant d'être français. Ouais. Et j'ai trouvé cette remarque assez juste, parce que tu Mm. vois, par exemple, la partie administrative, un dossier aujourd'hui, ça fait toujours au moins cette épaisseur-là. Quel, quel que soit le projet que tu fasses sur ta ferme, c'est un dossier qui est énormément long et fastidieux. Et donc aujourd'hui, c'est quasiment impossible de le faire soi-même. Il faut toujours se faire accompagner par un centre de gestion, Ouais. par un organisme quelconque pour le faire. Ouais. Sauf que quand on est contrôlé là-dessus, si vous avez oublié de remplir une case, en France, vous êtes sanctionné. Quand vous allez en Espagne, l'éleveur espagnol, il le disait lui-même, il disait oui, mais moi, si j'ai un problème sur mon papier, que j'ai mal rempli, le contrôleur va me le remplir. En me disant, voyez, ça, vous avez oublié de le remplir, donnez-moi là, et il le Ouais. remplit. Et d'un côté, il Génial. y a une aide, et de l'autre côté, on Ça fait essaie d'enfoncer. sourire. Une Ouais, bienveillance de ce type sur les questions administratives, qu'est-ce que ça fait du bien? C'est c'est vrai que, ça. ne serait-ce que Et les courriers, moi j'ai l'impression d'avoir fait une erreur juste en lisant le texte. Donc, ouais, non, c'est ouais, non, je c'est- comprends. c'est horrible. C'est horrible parce on a toujours cette peur, même si on essaie de faire au mieux. Encore une Ouais, fois, j'ai été contrôlé, j'ai pas eu de relevé d'anomalie. Mais n'empêche que les jours
qui précède le contrôle, c'est un stress parce qu'on se dit, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais tomber sur quelqu'un qui sera plutôt conciliant ou au contraire qui va être très Ouais, pointilleux et qui va chercher le détail dans le détail? Donc ça, on sait jamais sur qui on va tomber, comment ça va se passer. Il suffit qu'avant il ait fait un contrôle, ça soit mal passé avant qu'il arrive, qu'il soit énervé. Et puis ça peut partir très vite en live, quoi. ouais, Donc ça, ouais. c'est une pression qu'on subit et que subit l'agriculture aujourd'hui. On ne peut plus rien faire sans être contrôlé. L'histoire des satellites tous les 3 jours, c'est pas de l'intox, hein, c'est réel. C'est-à-dire que tous les 3 jours, les satellites photographient le sol. Et si on intervient sur des sols alors qu'on ne doit pas intervenir, on a une alerte qui vient sur notre téléphone portable en disant envoyez-moi la photo de telle parcelle, parce qu'a priori, il y a eu des modifications qui ont été faites. Vous m'envoyez la photo. Si la photo leur convient, qu'effectivement c'est juste une histoire d'ombre par satellite ou autre, à ce moment-là, ça ne va pas plus loin. Mais si eux ils jugent par la photo que vous leur avez envoyée que c'est pas convenable, et ben 2 jours après, vous avez un contrôle à la maison. Bien, Bruno, j'espère que c'est pas tous les jours que tu reçois ce type Non. d'alerte, mais quand tu le décris comme ça, c'est presque effrayant, si j'ose dire, de se sentir surveillé à ce point, alors que tu as fait un effort monumental depuis que tu es éleveur pour produire de la nourriture, en plus de la nourriture vraiment très saine sur le plan écologique, durable. Bien sûr. euh, là, tu es en circuit court avec la laiterie juste à côté pour des produits bio que tu vends, avec une belle attention à la qualité du lait. Je sais qu'en plus, tu as réduit de très, très grande partie l'usage d'antibiotiques, de phytosanitaires. Tu t'interdis rien, mais tu remplis le cahier des charges de l'agriculture biologique, c'est sûr, mais tu t'interdis rien parce que tu n'as aucun dogmatisme, et ça aussi, j'ai apprécié. Mais clairement, tu incarnes une transition agroécologique d'une part, mais en plus un attachement au bien-être des animaux. Tu acceptes de réduire la quantité de production des vaches au service de la qualité du lait. Euh, et donc, je te félicite pour ça aussi. Et Oui, tes mais là, produits, Henri, ouais, je t'en prie. si tu permets là-dessus, il y Ouais, a bien quand sûr. même le revers de la médaille. Ah, je t'ai perdu, je crois, non? Ah Il y non, a non, je suis il y toujours a le là. revers de la médaille. Il y a le revers de la médaille. Je vais te donner un exemple. Tu vois, aujourd'hui, on essaye de faire dans les fermes que la consommation de gasoil diminue dans les fermes. Oui, Et aujourd'hui, par exemple, pour le faire, on va prendre le nombre de litres de gasoil que la ferme achète à l'année et on va le ramener au nombre d'hectares. Donc, on va dire, par exemple, on va le ramener en coût. Alors, pour donner un ordre d'idée, par exemple, sur le département du Puy-de-Dôme, le coût de gasoil à l'hectare, il est de l'ordre de 150 euros à l'hectare. C'est le coût de ouais, gasoil aujourd'hui pour les pratiques agricoles en zone de montagne. 150 euros à l'hectare. Nous, sur notre ferme, on est en dessous de 50 euros à l'hectare. Et bien ça, tu vas voir, d'ici quelques années, ça va me porter préjudice parce que nous, on a fait des efforts colossaux pour utiliser moins de gasoil sur notre ferme pour la rendre plus économiquement rentable aussi, moins de mécanisation, etc. Et ben si demain, comme c'est parti, ils vont nous demander de faire un effort de 20 à 30% de diminution de gasoil sur nos fermes. Donc, d'accord. comment je vais faire, moi qui ai déjà fait les efforts depuis 10 ans, ça va être beaucoup plus compliqué parce que j'estime Ouais. avoir rabioté au maximum. Donc, toi, je vais être confronté encore à cette Faut arrêter problématique-là. d'être avant-gardiste, Bruno. Ben oui, faut pas trop l'être. Mais tu vois, En tout cas, ouais, alors moi, ça va pas me poser souci parce que je pense j'arriverai à trouver d'autres solutions. Mais n'empêche que je comprends qu'à un moment donné, les éleveurs se heurtent à tout ça et baissent les bras. ouais, Et donc, voilà. ouais. Mais dans un premier temps, il faut Euh, vraiment expliquer il y a des solutions quand même. On va terminer avec juste mot de soutien aux agriculteurs, aux éleveurs de tout type, et certainement encore plus ceux qui se sentent un petit peu éloignés de l'attention, de la sensibilité qui est déjà nécessaire pour ensuite discuter de comment est-ce qu'on peut aider collectivement. Ce qui est sûr, c'est que euh, notre transition globale écologique ne se fait pas sans l'élevage, l'agriculture, et les personnes, mais ça commence par faire un pas vers eux. Et je dis ça avec beaucoup d'humilité parce que je suis pas agriculteur, je suis pas éleveur, et nous cultivons notre propre potager, un grand verger, nous avons des animaux, et nous on fait ça de manière pédagogique, c'est de manière
plaisir, pour notre propre consommation. Et c'est pas un hobby, hein, c'est plusieurs heures par jour. Et disons que on voit à quel point c'est quelque chose de très intellectuel, de très, c'est passionnant, mais aussi il y a beaucoup de choses à comprendre et beaucoup de choses à prendre en compte. Et de là à ensuite ressentir que il y a des schémas hyper difficiles à manœuvrer en lien avec les intermédiaires ou les zones de distribution, la communication qui perd les nuances, parce qu'on a de moins en moins d'attention pour vraiment se renseigner sur tout ce qui est nécessaire, par exemple, pour qu'un agriculteur change, par exemple, du conventionnel vers la bio. En tout cas, c'est vraiment un degré d'intensité pour notre société très élevé qui nécessite que nous nous intéressions, j'ai envie de dire, tous les jours à ce qui est nécessaire pour que la nourriture arrive dans l'assiette, c'est-à-dire comment on produit de la nourriture. Et vous, vous avez vraiment fabuleusement fait ça à Éleveur Autrement, mais à titre de ta famille aussi dans un changement de vie. Et ça me fait plaisir d'avoir fait ce podcast avec toi, Bruno, parce que euh, c'est déjà vos valeurs en tant qu'éleveur, la famille, fabuleux, fabuleuse valeur, mais aussi vous le partagez avec les autres. Et c'est du temps, c'est de l'engagement, c'est de l'investissement. Et donc, mais tu le partages avec les autres et ça marche. Et c'est très crédible aussi scientifiquement, je le redis, hein, que ce soit les Vet AgroSup et les INRAE, les chercheurs, les stagiaires, les salariés, les chambres, maintenant, vous travaillez avec. Et donc, vous avez réussi le pari de démontrer que faire autrement, eh ben, ça marche. Ça marche. Tout à fait. Merci beaucoup, Bruno, hein. Merci, Bruno, d'avoir Merci, participé au Adrien. podcast Landestini et on se donne rendez-vous au prochain. Chers amis, merci de nous avoir écoutés et on arrête là pour aujourd'hui.